bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire qui porte donc sur le risque RGA, donc retrait-gonflement des argiles, ou risque sécheresse. Euh, je vais présenter les projections climatiques qui y sont liées et l'impact des changements des paramètres du régime CatNat. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Kylian, je suis consultant en actuariat à PwC. J'ai réalisé mon mémoire à PwC également. Je tiens d'ailleurs à ce titre à remercier mon tuteur de stage Thomas Durand et PwC pour leurs conseils et l'accompagnement qu'ils m'ont qu'ils m'ont donné, et ainsi que Quentin Guibert, mon tuteur académique à l'Université Paris-Dauphine, qui m'ont donné la possibilité également de réaliser ce mémoire. Je vais commencer sans plus tarder. Pour le sommaire, un plan donc en trois parties principales, avec d'abord la présentation du risque de retrait-gonflement des argiles et le régime CatNat, la construction d'un indice sécheresse et les projections climatiques, et enfin les projections législatives, l'estimation des impacts financiers qui y sont liés. Et je ferai un petit lien avec l'actualité du risque RGA pour finir. D'abord, pour la présentation de ce risque, c'est un risque très localisé autour de zones argileuses, c'est-à-dire dont la matière qui constitue les sols est faite d'argile. Donc l'argile, c'est une matière rocheuse qui a la particularité de se comporter comme une éponge, c'est-à-dire qu'en période de précipitation, elle se gorge d'eau, et en période de forte sécheresse, cette eau s'évapore, elle devient sec et cassante et fragilise les fondations des maisons, comme on peut le voir sur, sur l'image de gauche. Elle laisse donc place à des fissures caractéristiques en escalier, comme on le voit sur l'image centrale, qui viennent fragiliser le bâti des maisons et qui créent donc un coût sensible pour les sinistrés. Ce risque, comme je l'ai dit, est localisé autour de plusieurs zones. Une zone principale que l'on nomme croissant argileux, qui s'étend, comme on peut le voir, du sud du bassin parisien au sud de la France, en passant par le bassin aquitain. On observe aussi d'autres zones, notamment la région PACA, le nord et le nord-est de la France, qui sont aussi des zones sinistrées à ne pas négliger. Le risque dit de retrait-gonflement des argiles est inclus dans le régime CatNat depuis 1989. C'est un procédé long et complexe, puisqu'il faut que le maire et le préfet de la commune, puisque la déclaration de catastrophe naturelle se fait à l'échelle des communes, saisissent la commission interministérielle qui se regroupe, qui déclare ou non l'arrêté de catastrophe naturelle lié à la sécheresse afférent. Un expert doit ensuite procéder à l'observation du sinistre et le relier à la déclaration de catastrophe naturelle, ce qui, on verra pour le risque retrait-gonflement des argiles, n'est pas toujours le cas. Et ensuite, l'assureur se charge de l'indemnisation à 50% avec la Caisse centrale de réassurance, qui est un organisme qui dépend de l'État. À noter que le processus est légèrement plus complexe puisqu'il y a un traité stop-loss qui fait que la CCR réassure également le montant supérieur à 200% des primes perçues par l'assureur. La déclaration de catastrophe naturelle pour le risque sécheresse se fait au moyen de deux critères, un critère géotechnique et un critère météorologique. Le critère géotechnique, il est présenté sur la carte centrale. Il s'agit tout simplement de la présence d'au moins 3% d'argile gonflante dans les sols de la commune. Donc en noir ici sont présentées les communes qui ne sont pas éligibles à la déclaration de catastrophe naturelle. Donc on remarque que c'est particulièrement le cas en Corse, notamment dans le nord-ouest de la France, et quelques zones éparses par-ci, par-là. Donc ces communes ne pourront jamais faire l'objet d'une reconnaissance de catastrophe naturelle et donc n'auront jamais d'indemnisation liée au risque de retrait-gonflement des argiles. Le second critère, c'est un critère météorologique. Il est calculé pour chaque mois et il faut que le mois corresponde au mois le plus sec sur les 50 dernières il faut que le mois ait une période de retour de 25 ans, c'est-à-dire qu'il fasse partie des 2 mois les plus secs des 50 dernières années. C'est-à-dire, en prenant un exemple concret, par exemple pour le mois de juillet, il faut que le mois de juillet soit parmi les 2 plus secs des 50 derniers mois de juillet ou des mois de juillet des 50 dernières années. À ce moment-là, il sera éligible aux critères météorologiques. Si la commune vérifie aussi le critère géotechnique, une déclaration de CatNat pourra être effectuée. Il est également à noter que ces déclarations CatNat se
faisait jusqu'ici de manière saisonnale. Donc, c'est-à-dire que pour le mois de juillet, par exemple, tout l'été aurait été sinistré au titre de la sécheresse pour la commune. Malgré ce système assez maximaliste, puisqu'il est à noter que l'ensemble de l'indice utilisé, donc un indice SWI, qui doit être parmi les deux plus faibles des 50 dernières années pour vérifier le critère météorologique, cet indice est calculé à l'échelle de mailles, de 8 km de côté, et il suffit que la commune ait un bout dans cette maille pour que, si la maille est éligible aux critères météorologiques, alors elle le soit aussi. C'est un critère assez maximaliste dans le sens où une commune peut largement appartenir à plusieurs mailles. Toutefois, on remarque une indemnisation pour la moins imparfaite des assurés et des sinistrés, puisqu'on le voit sur cette carte de la mission risque naturel, qu'on a un grand nombre de communes qui n'ont jamais fait l'objet de reconnaissance CatNat entre 2003 et 2015, qui sont pourtant des périodes, on le verra tout à l'heure, où des sécheresses importantes ont eu lieu. Et c'est d'autant plus imparfait que ce sont des communes qui sont très exposés au risque argile, puisque qui sont situés dans le milieu, enfin, dans le croissant argileux et dans des zones très exposées. Donc on le verra, mais c'est une problématique dont les pouvoirs publics se sont emparés récemment, d'où l'intérêt de ce mémoire sur les projections législatives. Cette sécheresse, elle a un coût. Son intégration, comme je l'ai dit, date de 1989, mais elle représente déjà une sinistralité croissante pour le régime CatNat, avec 15% de la sinistralité climatique, 25% de la sinistralité climatique sur les 10 dernières années, une sinistralité croissante donc, 37% de la sinistralité CatNat. C'est un régime qui est financé par une surprime de 12% sur les contrats MRH, et de 6% sur les contrats auto, même si notre scope, c'est plutôt les contrats MRH. Donc, c'est 25 € par an par ménage. Cette surprime, elle a fait l'objet d'une loi il n'y a pas très longtemps, et donc elle va passer à 20% pour les contrats MRH et à 9% pour les contrats auto. Et on le voit, en fait, cette prime, elle évolue d'année en année avec des augmentations successives. Mais malgré cela, les réserves de la CCR présentent une forte anticorrélation avec la sinistralité de la sécheresse, comme le montre le graphique de droite, pardon. Ce qui fait qu'on a un vrai problème de sinistralité et d'assurabilité du risque sécheresse au sein même du régime CatNat, tant l'indemnisation de ce risque coûte cher à ce régime et va jusqu'à le mettre en péril. Pour cela, les pouvoirs publics, comme j'ai dit, se sont emparés de cette problématique et ont proposé des pistes de réforme, les pistes de réforme suivantes. Parmi celles qui ont été retenues dans les applications de ce mémoire, il y en a 4. Les 3 qui sont présentées ici en rouge, à savoir la considération des épisodes de succession anormale de sécheresse d'ampleur significative. Alors celui-ci, il a pour but de venir pallier le régime un peu manichéen jusqu'ici suivi par le critère météorologique, qui consiste à dire que le mois doit être parmi les 2 plus secs des 50 dernières années. Et il y a un système d'écran qui fait que, par exemple, pour les sécheresses de 2003 et 2011, qui étaient particulièrement importantes, il y a un nombre important de communes qui ont eu des SWI très faibles à cette époque-ci, et donc des mois très secs, et qui, par conséquent, pour les sécheresses suivantes, comme celles de 2016, 2017, 2018, qui étaient assez intenses et répétitives, n'ont pu faire l'objet de cette reconnaissance CatNat, car elles n'étaient pas parmi les 2 plus sèches des 50 dernières années, puisque 2003 et 2011 l'étaient, parce qu'elles étaient particulièrement sèches. Et donc, ces sécheresses font écran, et donc cette commune, si elle n'a pas de sécheresse de même ampleur dans le futur, devra attendre 2053 avant d'avoir à nouveau potentiellement une sécheresse éligible. Donc, cet article de loi-là vient pallier ce régime un peu injuste. La diminution de la période de retour de 25 à 10 ans a aussi pour but de venir pallier ce problème, mais pas seulement, elle a aussi pour but d'élargir le reconnaissance CatNat à une majorité sinistrée, on va dire. Et il y a l'intégration des communes limitrophes, puisque comme je l'ai expliqué, la reconnaissance, le calcul de l'indice se fait à l'échelle de mailles et la reconnaissance à l'échelle de communes. Et dans la mesure où certaines communes appartiennent à certaines mailles par un petit bout, c'est difficile à comprendre quand on est sinistré que le voisin qui habite à 10 mètres puisse faire l'objet d'une reconnaissance CatNat sans que nous ne le puissions. Et donc, le but, c'est d'homogénéiser un peu la chose et de lisser de manière géographique la reconnaissance de catastrophes naturelles. La dernière piste de réforme qui a été envisagée, c'est la modification du taux de sans-suite,
parce que plus de la moitié des demandes de reconnaissance CatNat font l'objet de sans suite euh, pour diverses raisons. Et donc, il y a beaucoup de maires qui s'en plaignent, de maires de petites communes. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de favoriser ce cadre de, de limiter un maximum le nombre de sans-suite, avec par exemple le choix de la date d'apparition des fissures la plus favorable, donc ce qui va empêcher pour bon nombre de sinistrés de se voir refuser la reconnaissance CatNat au titre que la fissure date de l'automne, alors que la reconnaissance CatNat date de l'été. Donc pour un mois près, ou alors un agrément pour les experts mandatés par les assureurs, ou la présomption de causalité, ne serait-ce qu'entre les dommages survenus et la déclaration CatNat, qui devrait largement limiter ce nombre de sans-suite. Ainsi, la problématique du mémoire est la suivante. D'abord, recréer un indice sécheresse proche de l'indice de référence, capable d'approximer les projections climatiques et les évolutions du SWI le mieux possible. Le projeter à l'aide des différents scénarios du GIEC pour voir son évolution dans le temps et l'impact du réchauffement climatique sur ce risque sécheresse. Ensuite, le projeter suivant les différentes réformes, parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet très sensible sur lequel les pouvoirs publics se penchent de plus en plus. Et enfin, la mise en place d'un modèle de coût qui soit capable d'évaluer l'impact financier à la fois du réchauffement climatique et des réformes que l'on applique. Et enfin, l'application à un portefeuille d'assurance fictif pour voir, suivant les localisations, le type d'assurance, quels seraient les assureurs les plus à même de voir un problème d'assurabilité poindre sur ce risque RGA. On passe donc sans plus tarder à la construction de l'indice sécheresse. Donc pour cela, trois indices principaux. Le SWI, comme je l'ai dit, c'est l'indice de référence, c'est celui utilisé pour Météo France dans le cadre de l'établissement du critère météorologique. C'est lui qui fait foi pour la déclaration de catastrophe naturelle. Il s'agit d'un indice qui utilise des variables de terrain comme le niveau en eau du sol. Donc c'est un indice extrêmement précis pour statuer sur l'impact de la sécheresse et son intensité. Toutefois, il présente l'inconvénient majeur, en utilisant ces variables, d'être très difficile à reproduire et à projeter, ce qui fait qu'on est obligé de l'approximer si on veut avoir des données suffisamment précises à l'échelle des mailles au moins pour statuer sur l'évolution du changement climatique sur le risque RGA. Pour cela, deux indices envisagés, le SPI et le SPEI, qui ont une méthode de calcul commune que je présenterai juste après. La différence fondamentale entre les deux, c'est que le SPEI utilise l'évapotranspiration comme variable supplémentaire par rapport au SPI. Et c'est en cela qu'il est très intéressant pour le risque de retrait-gonflement des argiles, parce que sa méthode de calcul constitue en elle-même un bilan hydrique, c'est-à-dire qu'elle tend à simuler le phénomène même de retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire du moment où l'argile se gorge d'eau pendant les précipitations et où cette eau s'évapore via le phénomène d'évapotranspiration relié à la température pendant la sécheresse. Et à ce moment-là, où l'argile devient sec et cassante et fragilise les fondations des maisons. Et c'est pour ça que l'indice SPI a été construit, d'ailleurs, c'est pour ce risque. L'indice SPI est, lui, très intéressant puisqu'il donne des données de précipitation, donc très proches du SWI. Toutefois, il présente l'inconvénient de mal se projeter avec les scénarios du GIEC, j'y reviendrai, mais étant donné qu'il ne prend compte que les données de précipitation, il est moins sensible au réchauffement climatique, surtout que suivant les modèles, les projections de précipitation peuvent beaucoup évoluer et ça le rend assez peu pratique en termes de projection pour le réchauffement climatique. Concernant les jeux de données utilisés, deux sont très proches, DRIAS et Eurocordex. DRIAS, c'est Eurocordex, mais appliqué à la France. DRIAS dispose de près de 9000 points en France, une grille qui s'appelle la grille Safran. Elle est très intéressante et propose la projection via les scénarios du GIEC, ce qu'on recherche dans ce mémoire. Il est toutefois à noter que les données utilisées sont des données simulées, c'est-à-dire qu'il s'agit de données climatiques et non météorologiques, si bien que ces données n'ont pas pour but d'être réelles au mois le mois, au jour le jour, mais simplement de présenter un climat sur une période de temps suffisamment large, 15, 20 ans, de manière à ce que le climat, de manière générale, soit représenté et soit reproduit
de la manière la plus adéquate possible, finalement. Euh, Par exemple, peut-être que les données d'IAS n'ont pas prévu la sécheresse qu'il y a eu en 2022, mais ont pu reproduire au sein de la décennie 2020-2030 une sécheresse de même ampleur. Et donc, c'est ça le but de ces données, c'est de recréer un climat général sur la base des scénarios fournis par le GIEC. Et l'autre jeu de données principal, c'est celui de l'Institut européen Copernicus, qui propose à une maille très fine, plus de 17 000 points en France, donc une maille de 4 km, qui propose des données réanalysées. Donc là, il s'agit de données météorologiques qui ont pour but de retracer sur la période historique de 1961 à 2019 les principaux événements climatiques qu'on a pu observer via des données de température ou de précipitation. Et donc, celle-ci aura pour but, d'une part, d'évaluer la pertinence de notre indice SPEI par rapport au SWI Météo France, et dans un second temps, de calibrer le modèle de coût sur des données historiques. Les données de RIAS, elles, auront pour but de projeter ces données pour observer l'évolution de la sinistralité sécheresse. La construction des SPI et SPEI se fait de la manière suivante. Les valeurs sont comparées aux valeurs historiques mois par mois. Une loi est ajustée sur les valeurs historiques, donc on le voit ici avec l'histogramme des précipitations. Alors c'est le SPI 3, si bien que on a mai, juin et juillet pour le mois de juillet. SPI 1, on n'aurait eu que le mois de juillet, et ainsi de suite. On, on remarque ici également que c'est le SPI, donc c'est seulement la précipitation, il n'y a pas l'évapotranspiration, comme pour les SPEI. Une fois cette loi ajustée sur les données historiques, on calibre un quantile sur les valeurs projetées. Ce quantile, on le projette à nouveau sur une loi normale afin d'avoir un indice normalisé, c'est-à-dire dont la moyenne est sensiblement proche de 0 et l'écart type de 1. C'est une loi normale sont très réduite sur laquelle on projette. Donc le SPI et le SPI sont des indices normalisés. On a remarqué au cours de notre étude que notre indice de SPI, qui est, vous l'aurez compris, l'indice important dans le cadre de notre étude, présentait une corrélation assez importante avec le SWI sur les épisodes de forte sécheresse, mais était moins fiable sur les épisodes humides. Ce qui fait qu'on a retiré les épisodes humides qui ne nous intéressent pas dans le cadre du calcul du SPI pour essayer d'améliorer un maximum notre corrélation avec le SWI. Et une fois ce procédé fait, c'est vrai qu'il aurait pu être intéressant d'effectuer le calibrage donc, de cette loi seulement sur la queue de la distribution, c'est-à-dire sur les épisodes de forte sécheresse uniquement, de manière à mieux appréhender les valeurs extrêmes de SWI que l'on pouvait rencontrer. C'est les SPI 3 et SPI 3 qui ont été retenus dans cette étude. Il est également à noter que cette corrélation a fait l'objet de vérifications de biais, puisqu'il était aussi important de s'assurer que la corrélation n'était pas moins bonne sur des zones, par exemple, très exposées au risque RGA ou qui ont fait l'objet d'une forte sinistralité historique, ou encore, de manière générale, suivant la topologie du lieu ou suivant le critère géotechnique, par exemple. Avoir une bonne corrélation sur des communes qui ne sont pas éligibles, finalement, n'est pas forcément très intéressant dans le cadre de notre modèle. Un backtesting a ensuite été réalisé sur un événement historique que je ne présenterai pas là, mais qui est disponible dans mon mémoire, pour vérifier, par exemple, que sur la sécheresse de 2003, notre SPEI était capable de retracer cette évolution. Les résultats du modèle sécheresse sont les suivants, à savoir une corrélation moyenne de 0,75 à l'échelle de la France, ce qui est plutôt correct entre le SPI 3 et le SWI. Comme je l'ai dit, le SPI 3, on l'a écarté du fait qu'il se projette mal avec les scénarios climatiques, même s'il présentait une meilleure corrélation avec le SWI. Ce qu'on observe, c'est que certaines zones présentent une très faible corrélation avec le SWI, mais ce sont des zones avec des climats très atypiques. On voit par exemple la Camargue ou alors des zones montagneuses comme les Alpes ou les Pyrénées, ce qui fait que ce ne sera pas un problème dans le cadre de notre mémoire et qu'on est plutôt satisfait de la corrélation entre les deux. Pour ce qui est des scénarios du GIEC retenus, 3 sont proposés par les données de RIAS en termes de projection, le 2.6, le 4.5 et le 8.5. Le 2.6 a été écarté de l'étude puisqu'il présente un scénario très optimiste et peu réaliste, probablement. Et les deux retenus sont donc les deux plus étudiés et les deux plus pertinents, le 4.5 et le 8.5.
Le 8.5, c'est le plus étudié, c'est le plus pessimiste, le plus prudent aussi d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire celui dans lequel on n'endiguerait pas les émissions de CO2 et on continuerait l'activité toujours comme si de rien n'était. Le RCP 4.5, lui, c'est un scénario plus optimiste dans lequel on arriverait à endiguer les émissions de CO2 à horizon 2050 et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui permettrait de limiter le réchauffement climatique. Les cartes seront présentées de la manière suivante comme à droite, avec les contours des départements, mais je tiens à préciser que les calculs ont évidemment été faits à la maille commune, parce qu'on s'intéresse ici aux déclarations de catastrophes naturelles qui sont données à la maille commune. Les résultats sont les suivants, avec, comme ce à quoi on pouvait s'attendre, une sécheresse très importante autour du bassin méditerranéen, de la Corse, un peu du bassin aquitain et du nord-est de la France. On s'est intéressé ensuite à la sécheresse en climat 2020. Donc, je parle de climat parce que, comme je l'expliquais, ce sont des données projetées, des données climatiques. Ça n'a donc pas de sens de s'intéresser à la sécheresse sur une année. Il faut s'intéresser sur une période de temps suffisamment importante. Sur la sécheresse 2020, on observe déjà, par rapport à la sécheresse historique des données Copernicus, une augmentation de 30% des épisodes de sécheresse par rapport à la période 89-2010, ce qui est extrêmement important. Et c'est par rapport à cette carte que seront présentées les cartes suivantes de projection de la sécheresse. À noter aussi que on a comparé cette carte à la carte de la sécheresse de l'été 2023. Alors, ce n'est pas une preuve en soi, mais on voit par exemple ici que les foyers de sécheresse sont plutôt bien identifiés entre les deux cartes, avec le bassin parisien, le bassin méditerranéen et la côte aquitaine, donc là la région Poitou. Mais voilà, disons de manière générale, ces zones de sécheresse sont particulièrement identifiées sur cette période. Pour ce qui est des projections climatiques, en climat 2035, on observe une relative augmentation des sécheresses de 15% quand même, et une augmentation de 10% des sécheresses éligibles par saison. Alors, les sécheresses, ce sont des sécheresses mensuelles, donc c'est-à-dire calculées mois par mois, donc le nombre de mois qui peuvent faire l'objet d'une déclaration CANNAT par rapport au climat 2020. Les sécheresses éligibles, elles, correspondent aux sécheresses par saison. Ce qui est bien qu'on a forcément plus de sécheresse que de sécheresse par saison, puisque dans une saison, il y a plusieurs mois. On observe donc une augmentation relative, c'est à partir de 2050, comme pour la plupart des scénarios RCP. On le voit particulièrement sur ce graphique, c'est vraiment à partir de 2050 qu'on voit les courbes commencer à diverger. On a une augmentation très forte des sécheresses, 2 fois plus de sécheresses qu'en 2020, une augmentation de 70% des sécheresses éligibles aux déclarations CatNat, et donc potentiellement de 70% de la sinistralité, on y reviendra, pardon. Une augmentation des sécheresses automnales, ça c'est un fait notable, beaucoup plus de sécheresses automnales et pas forcément estivales, comme ce à quoi on pourrait s'attendre. Et pour donner un ordre d'idée, quelque chose qui peut faire très peur, hein, en 2050, une sécheresse comme celle de 2022, qui est une sécheresse historique dans le milieu assurantiel, avec une couverture de plus de 3,5 milliards d'euros, donc qui dépasse très largement n'importe quelle sécheresse, même celle de 2003. Elle pourrait arriver une année sur deux, ce qui est absolument colossal et ce qui représenterait des montants absolument faramineux d'indemnisation. En 2085, donc voilà, à noter que le RCP 8.5 est évidemment le plus pessimiste, hein, et que 2085, c'est plutôt loin. Donc voilà, mais il ne faut quand même pas minimiser les résultats qui sont les suivants, à savoir une augmentation de 110% des sécheresses éligibles par saison, et donc potentiellement de 110% de la sinistralité, hein, j'insiste. Un bassin méditerranéen extrêmement touché, hein, on le voit ici, avec plus de 50 sécheresses saisonnales sur 30 ans, ce qui est colossal. Et en 2080, l'équivalent de la sécheresse de 2003, qui reste aussi une référence dans le milieu assurantiel en termes d'indemnisation et de sinistralité, pourrait arriver tous les ans. Donc, quand même une projection assez pessimiste. On s'est ensuite intéressé donc, aux différentes lois et estimations des impacts financiers. Pour cela, le modèle de coût choisi, c'est un modèle de coût moyen en fonction de la sécheresse. Ce qui est bien, si bien qu'on estime le nombre de sécheresses via le modèle que je viens de présenter par an. Donc les sécheresses, les déclarations se font par saison, comme je l'ai expliqué. Le calcul se fait par mois, mais les déclarations se font par saison. Donc on a 4 saisons, donc 4 sécheresses maximum par an pour une commune. Et donc on a un coût moyen
qu'on établit de la manière suivante, c'est-à-dire si la commune ne vérifie pas le critère géotechnique, elle n'est pas éligible, le coût moyen est nul. Si la commune possède un historique de sinistralité, on l'utilise et donc on calcule un coût moyen historique en fonction du nombre de sécheresses qui ont été déclarées pour cette commune. Sauf que le nombre de sécheresses reconnues est faible, notamment par rapport à celles qui en font la demande, si vous vous rappelez de la carte que j'ai montrée au début, si bien qu'on ne dispose que du coût moyen de la sécheresse que pour un tiers des communes. Donc, on a mis en place un GLM capable d'appréhender le coût moyen des communes pour toutes les communes de France, y compris celles qui n'ont jamais fait l'objet de sinistralité liée au risque de retrait-gonflement des argiles. Et enfin, et ça c'est important aussi, un coefficient d'ajustement a été mis en place parce qu'il a été remarqué que le nombre de reconnaissances de catastrophes naturelles n'était pas conforme au nombre de sécheresses que l'on pouvait calculer avec, avec les données du SWI historique. Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs façons. On peut l'imaginer simplement comme le nombre de sécheresses effectives nécessaires avant qu'une déclaration CatNat ne soit mise à jour. Il faut se rendre compte qu'il y a eu quelques balbutiements au début du régime CatNat, des maires qui ne faisaient pas les demandes, l'introduction du critère météorologique qui ne date que de 1999, donc pendant 10 ans, il n'y avait pas ce critère météorologique. On a aussi la probabilité que si une commune fait l'objet d'une reconnaissance pour l'été, peut-être que la demande n'est pas faite pour l'automne, puisque l'ensemble des sinistrés sont d'ores et déjà indemnisés, etc., etc. Ce qui fait que finalement, grosso modo, on a un indice de l'ordre de 0,51, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration CatNat toutes les 2 sécheresses en moyenne environ. C'est un indice de retraitement des données qui est lié donc, voilà, à des données historiques qui ne sont pas forcément en adéquation avec la sinistralité qu'on a pu observer. Pour ce qui est des méthodes retenues pour le GLM, un ensemble de tests, un ensemble d'entraînements. Le GLM est calculé à l'échelle régionale. Alors, le GLM n'est pas très ambitieux. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus précis qu'un coût moyen, qui ne convient pas du tout au risque RGA, parce que les 2 principales variables du GLM, ce sont l'exposition au risque argile d'une part, et la densité des bâtiments d'autre part. Et donc ça, on ne peut pas la comparer par région. On ne peut pas en faire un coût moyen à l'échelle de la France. On est obligé d'avoir une certaine granularité. Ici, c'est une granularité à l'échelle des régions. Pour ce qui est des modèles régionaux, 2 regroupements ont été faits. Un premier pour le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, et un deuxième dans le sud pour la Corse, qui, comme on l'a vu, a très peu d'exposition au risque argile et donc a été regroupé avec la région PACA. Le critère ici a été retenu pour cette étude. Seules les lois log normales ont été retenues parce que les résultats étaient meilleurs qu'avec les lois inverses gaussiennes normales et gamma. Une correction du biais a été effectuée, elle est expliquée dans le mémoire suite à l'utilisation de la loi log normale. Pour ce qui est des variables utilisées, on a fait un focus sur le GLM utilisé pour la région Île-de-France. Donc voilà les variables qui ont été utilisées. Il s'agit donc, comme j'ai dit, de variables d'exposition au risque argile et de densité de logement. Ce qu'on peut retenir, donc celles en gras sont les variables d'importance qui ont été retenues pour le GLM de la région Île-de-France. C'est le nombre de logements, effectivement la densité, on se doute que c'est une variable fondamentale pour le coût, mais aussi la part de logements en exposition moyenne et forte pour l'exposition au risque argile, avec notamment des variables très importantes pour les maisons construites avant 1921 ou avant 1975, parce qu'il s'agit d'une période pendant laquelle on se doute, on avait peu de visibilité sur ce risque, peu de connaissances de ce risque, et donc les maisons ne sont pas du tout construites de manière appropriée pour lutter face à ce risque, avec des fondations profondes, par exemple, ou des systèmes comme ceux dont j'ai pu parler dans le mémoire, des systèmes MASH, etc., qui permettent de limiter l'impact du retrait-gonflement des argiles sur les fondations de ces maisons. Concernant les résultats du GLM, comme j'ai dit, ce n'est pas un GLM très ambitieux. On a des résultats toutefois corrects qui permettent de faire au moins des différenciations entre les régions et d'avoir un modèle de coût plus logique par rapport à ce qu'on connaît historiquement. La carte des coûts est donc la suivante. On observe sur les coûts par commune et les coûts historiques une certaine similarité, avec notamment un bassin parisien et un bassin méditerranéen très touchés, parce que ce sont des zones à la fois exposées au risque argile, mais aussi à la fois très denses en termes d'habitation.
et donc qui font l'objet de coûts beaucoup plus élevés lorsque ces communes sont sinistrées. Le croissant argileux aussi fait l'objet d'une certaine indemnisation. Et quand on compare au coût des sinistres sécheresse enregistrés par la CCR, on retrouve effectivement à peu près les mêmes foyers, avec des foyers très importants au niveau du sud du croissant argileux, de la région PACA du sud-est de la France et de la région Île-de-France. Pour ce qui est des coûts projetés de la sécheresse, une méthode a été mise en place, j'en parlerai après. D'abord, on a un coût historique de 460 millions d'euros par an, donc, qui est bien inférieur à celui qu'on peut observer par exemple au climat 2020, que ce soit pour l'RCP 4.5 ou 8.5, où on a déjà dès le climat 2020 un doublement de la sinistralité, une certaine stagnation jusqu'en 2035, et comme on l'avait vu tout à l'heure pour les cartes de sécheresse, à nouveau un doublement de la sinistralité en 2050, où vraiment le scénario joue un grand rôle dans l'impact du réchauffement climatique, et on voit tout de suite entre le 8.5 et 4.5 que cette différence est quand même encore une augmentation en 8.5 avec des sécheresses qui pourraient coûter en moyenne par an 2,25 milliards d'euros à 2085 sans prise en compte de l'inflation. Donc, ça reviendrait à avoir quasiment tous les ans une sécheresse de l'ordre de celle de 2003, comme j'ai dit tout à l'heure. La différence avec le 4.5, c'est qu'effectivement, à horizon 2050, on a une stagnation de la sinistralité, comme à l'image du 4.5, où les émissions de CO2 sont endiguées à compter de 2050. Ce qu'on voit quand même, toutefois, et c'est un point qui a été soulevé, c'est qu'en 2035, on a des sécheresses légèrement plus coûteuses pour le 4.5 que pour le 8.5. Alors, ça, c'est des aléas, des données climatiques qui font que parfois, à 5-6 ans près, on peut avoir beaucoup de sécheresse d'un coup dans le scénario 4.5 et moins dans le 8.5, mais de manière générale, le 8.5 est beaucoup plus pessimiste que le 4.5, évidemment. Une méthode intéressante qui n'a pas été retenue par la suite, mais qui aurait pu l'être, c'est la méthode de la Fédération Français Assureurs, qui consiste à imaginer à partir de 2030 une baisse de 1% de la sinistralité liée au remplacement progressif du stock, dont je parlais tout à l'heure, avec des maisons des plus vieilles, mais qui seraient mises à jour en termes de normes et qui seraient donc plus résilientes face au risque de retrait-gonflement des argiles. Cette méthode était pertinente. C'est vrai qu'elle donnait des résultats jusqu'à 2085 un peu trop optimistes avec le scénario 4.5 qui en vient à donner des résultats plus faibles que sur la période historique, mais elle aurait pu être implémentée, comme c'était le cas dans l'étude France Assureur, jusqu'en 2050, et après, à partir de 2050, laisser cette baisse de 30% de la sinistralité et ne pas l'augmenter, parce que c'est vrai qu'en 2085, on arrive à un chiffre faible par rapport aux projections qu'on a pu voir auparavant. Les propositions de loi retenues et donc les projections législatives, ce sont les suivantes, comme je les ai présentées tout à l'heure: prise en compte de l'accumulation de la sécheresse, modification de la période de retour, intégration des communes limitrophes et modification du taux de sans-suite. Les résultats donc, pour cette étude, je commence par le premier point. Donc, l'inflation n'a pas été prise en compte. Le calcul a été fait, mais ne reflétait pas la sinistralité liée au risque retrait-gonflement des argiles et venait un peu artificiellement augmenter les chiffres des années 2050 et 2085 sans forcément apporter beaucoup de visibilité sur ce que cela pourrait représenter. Donc, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul de ces chiffres. Et alors qu'observe-t-on? Une augmentation importante des coûts à horizon 2050 pour le scénario 8.5. Ici, on a le scénario 8.5, donc toujours le plus pessimiste. On voit quasiment un doublement de la sinistralité dans presque toutes les méthodes. Alors, juste peut-être un petit mot pour que ce soit plus clair. Donc, coût, c'est le coût de base. 1%, donc c'est la méthode FFA. 10 ans, c'est la modification de la période de retour. Accumulation, c'est les différents scénarios de prise en compte d'accumulation des sécheresses qui ont été envisagés. Commune limitrophe. Et ensuite, tout, c'est si jamais toutes les projections, toutes les propositions de loi étaient adoptées. Ce qu'on verra ne pas être forcément quelque chose de tout à fait farfelu. C'est des réformes qu'on voit qui peuvent s'avérer très coûteuses à implémenter et surtout qui ont des trajectoires très diverses. Par exemple, on le voit pour la modification de la période de retour à 10 ans, on observe dès 2020, et même sur la période historique, si on compare entre le coût et la méthode 10 ans, une explosion de la sinistralité sécheresse. Pourquoi? Parce que la période 10 ans va pouvoir considérablement étendre le nombre de reconnaissances CatNat indépendamment de l'intensité des sécheresses que l'on observe. On diminue quand même, on augmente le quantile de 4% à 10% pour la reconnaissance CatNat, ce qui est quand même extrêmement élevé. Alors, il faut avouer que le modèle mis en place, comme il relie directement le coût final à la déclaration de catastrophe naturelle, on peut facilement imaginer qu'il a tendance à largement surestimer les coûts,
puisque effectivement, si on a une déclaration CatNat tous les ans, peut-être ne sont-elles pas aussi coûteuses que si on en a deux sur une période de 30 ans. Même si normalement, les déclarations CatNat et les experts sont là pour s'assurer que les fissures et la sinistralité est bien liée à la déclaration CatNat existante. Donc, on peut imaginer une légère surestimation du coût, mais ça donne quand même une idée de ce que pourrait impliquer l'implémentation de cette mesure. On le voit aussi avec l'accumulation des sécheresses. Alors, elle est plus progressive, elle a moins d'impact, notamment pour l'accumulation sur 24 ans, qui est la méthode la plus vraisemblable et qui a été retenue dans le mémoire. Elle a une augmentation assez faible sur les premières années de la sinistralité, mais sur les dernières années où effectivement l'intensité de la sécheresse est très forte, elle a un impact très important avec une augmentation substantielle à horizon 2080 de la sinistralité. Et la dernière mesure, les communes limitrophes, elle, eh bien, elle a une augmentation assez linéaire avec les autres mesures de la sinistralité dans la mesure où elle est assez constante, puisqu'il s'agit des communes limitrophes et donc elle est toujours aux alentours de 20-30% de la sinistralité en termes d'implémentation. L'application à des portefeuilles d'assurance, elle a été faite par exemple pour un assureur petite commune. Donc, on sait que c'est des communes qui sont particulièrement sinistrées parce que beaucoup de logements, souvent des logements peut-être moins résilients face au risque RGA, moins d'immeubles par exemple. Et donc, ce qu'on observe en prenant un montant de prime fictif de l'ordre de 25 euros par an par maison, comme c'est le cas pour la surprime CatNat, eh bien, on observe un coût pour l'assureur qui est déjà extrêmement déficitaire sur la période historique, mais qui pourrait devenir assez catastrophique avec des coûts absolument faramineux à horizon 2050 et même s'accentuer jusqu'en 2080. Donc, on sait que c'est un assureur, typiquement, l'assureur voilà, qui assure plutôt des petites communes, qui pourrait être extrêmement sinistré à compter de ces horizons-là. Quelques tests ont été faits sur le modèle de coût, des tests assez parlant, comme celui de la sinistralité historique, on voit que le modèle de coût arrive assez bien à reproduire les sécheresses historiques de 2003, de 2011 notamment, et aussi les sécheresses des dernières années de 2016 à 2018, avec des montants très proches. Pour 2003, donc de l'ordre de 1,6 milliard, comme c'était le cas. Donc voilà, on voit que bon, ce n'est pas tout à fait parfait, mais c'est très correct en termes de sinistralité. Un mot aussi sur la sinistralité projetée. On voit par exemple qu'en 2022, il projetait très peu de sinistralité, contrairement à l'événement historique de 3,5 milliards d'euros qu'on a connu, ce qui est tout à fait normal, puisque, comme je l'ai dit, c'est un modèle climatique qui n'a donc pas vocation à donner des résultats météorologiques projetés dans l'avenir. Et par exemple, pour l'année 2026, on avait une sinistralité de 3,6 milliards, donc on peut facilement imaginer que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a connu en 2022. Le but, c'est que ce soit représentatif sur un échantillon d'années suffisamment grand de l'ordre de 15-20 ans. Ce qu'on voit également et qui est à noter, c'est qu'à horizon 2050, le modèle prévoit des sécheresses dépassant les 4 milliards d'euros, ce qui paraissait énorme au moment où j'ai fait le mémoire. Et c'est vrai que depuis qu'on a les chiffres de la sécheresse 2022, ça paraît finalement pas tant que ça, même si ça reste des montants absolument faramineux pour les assureurs ou le régime CatNat. La validation du coût, peu d'études ont été faites sur le sujet. Une étude de la FFA qui ciblait sur le coût 2020-2050 un montant entre 31 et 33,4 milliards, dépendamment de la prise en compte de l'impact des événements extrêmes sur la période, que j'ai pris comme une fourchette. On a 31,6 sur cette période, donc des chiffres tout à fait cohérents. L'étude Covea nous donnait la même augmentation du nombre de sécheresses en pourcentage à horizon 2050, avec les mêmes foyers de sécheresse et une augmentation de la sinistralité proche aussi, compris entre les deux modèles qu'avait étudié Covea, entre 46 et 60%. On avait 52% sur notre modèle. Donc des chiffres et un modèle parfaitement en adéquation avec les travaux qui ont été faits jusqu'ici sur ce risque. Une dernière partie sur l'application et les utilités de ce risque. Tout d'abord, la sensibilisation, la prévention et la présentation. C'est un risque qui est très mal connu. Au-delà du milieu assurantiel, il a fait l'objet que de 6% de plans de prévention pour le risque sécheresse. Pour les communes, c'est très peu. Pour donner un ordre d'idée, pour l'inondation, on est aux alentours de 29%. Donc c'est un risque qui est très mal prévenu, très mal connu. Et donc qui gagnerait à être plus connu des sinistrés et des personnes qui sont vulnérables à ce risque dans les régions qui sont vulnérables. Ça peut permettre voilà, un ajustement des primes et des commissions pour les différents assureurs, un meilleur suivi des coûts sur la période historique, la possibilité de faire une simulation hors ça. C'est vrai que donc, à PwC, mon mémoire a servi à développer un outil en interne pour ces simulations hors ça et une projection donc, de la sécheresse suivant ces différents scénarios que j'ai présentés et une approche réplicable sur des risques comme les risques inondations.
En conclusion, quelques limites du mémoire et du modèle. Une probable surestimation des coûts, comme je l'ai dit, puisqu'ils sont directement liés à la sécheresse, si bien que on a, quand les sécheresses augmentent, une surestimation automatique du coût, mais on peut imaginer qu'avec une multiplication des épisodes de sécheresse, le coût se multiplie peut-être pas de la même façon. Une absence de prise en compte de l'inflation et des coûts liés à la main-d'œuvre parce qu'elle venait un peu polluer la visibilité qu'on avait sur les résultats. L'absence de modélisation plus précise du bien, puisque l'ensemble de ce mémoire a été fait en open data et n'a pas bénéficié de données assureurs, et un coût prévention-bénéfice qui n'a pas été étudié dans le mémoire, mais qui pourrait être très intéressant à étudier par la suite. Les principaux enseignements, pas des moindres, un risque qui s'accentue avec le réchauffement climatique, que ce soit en termes de coûts, comme on a pu le voir, mais aussi en termes de zones, avec des zones auparavant épargnées qui font aujourd'hui l'objet d'une sinistralité importante, mais aussi des zones auparavant déjà très sinistrées qui vont voir leur sinistralité exploser probablement dans les prochaines années, malheureusement. Et des réformes importantes en vue qui pourraient augmenter la charge de sinistre. Je vais finir un petit mot avec un addendum, puisque ce mémoire a été réalisé sur la base des données de 2024, et comme je l'ai dit, c'est un sujet dont les pouvoirs publics ont souhaité s'emparer, et donc beaucoup de lois ont été passées récemment. Deux propositions de loi. La première, c'est une loi qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années déjà, plusieurs années, peut-être 1 ou 2 ans. C'est la loi Rousseau, c'est-à-dire proposée par Sandrine Rousseau, une loi visant à mieux indemniser les dégâts, avec notamment l'inversion de la présomption de causalité, la réduction de la période de retour, un assouplissement des conditions. Certaines mesures ayant été implémentées dans ce mémoire. Une proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime. Alors ça, c'est tout neuf. Je crois que les discussions se font aujourd'hui au Parlement, pour tout vous dire. C'est une proposition de loi d'une sénatrice qui propose donc la revalorisation du taux de surprime, parce que comme on a pu le voir, la finance pour le régime cadenas de la sinistralité RGA est très difficile, mais aussi un renforcement des règles de construction et de la prévention face au risque RGA. Et enfin, la dernière et pas des moindres, donc ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance de 5 février, accompagnée d'une circulaire interministérielle venant détailler les différentes réformes qui sont évoquées. Donc cette ordonnance, à ma connaissance, n'a pas été ratifiée par le Parlement, mais elle donne quand même une projection. Donc déjà, elle a eu lieu pour l'année 2024, mais aussi elle donne une projection de ce que compte faire donc, le parti présidentiel et voilà, les pouvoirs publics pour le risque RGA. Donc, un durcissement des obligations pour les experts mandatés par les assureurs, donc ça c'est un premier point, mais le vrai et véritable changement, il est sur la refonte des critères météorologiques, et en réalité, tous les critères que j'ai évoqués dans mon mémoire ont été mis en place pour l'année 2024 et seront probablement à l'avenir mis en place ou du moins discutés dans les projets de loi. Ces critères, quels sont-ils? La diminution de la période de retour à 10 ans. Donc, la petite particularité ou différence par rapport à mon mémoire, c'est qu'elle a été mise en place sur un historique de 30 ans, c'est-à-dire qu'il faut être parmi les 3 années les plus sèches des 30 dernières années, contrairement à ce que j'ai fait dans mon mémoire où c'était sur 20 ans. Donc sur 30 ans, c'est même encore plus large, on peut imaginer, puisque les dernières sécheresses étant beaucoup plus importantes que celles des années précédentes, c'est beaucoup plus avantageux d'être parmi les 3 parmi les 30 dernières années que les 2 parmi les 20 dernières. Un élément aussi que je vais dire directement là, c'est l'annualisation de la déclaration de sécheresse. Aussi, c'est quelque chose. Alors, ça, je ne l'ai pas mis en place dans mon mémoire, mais ça rentre dans le cadre de la modification du taux de sans-suite, parce qu'un des problèmes principaux des assurés, c'était que certains événements de sécheresse ne pouvaient pas n'étaient pas reconnus comme tels parce qu'ils ne correspondaient pas à la saison à laquelle la déclaration avait été faite, eh bien ici, ce ne sera plus le cas puisqu'il y a une annualisation du critère. Donc, il suffit qu'un mois fasse l'objet des critères précédents pour que la sécheresse soit décrétée pour l'ensemble de l'année 2024. Si bien que, par exemple, pour la diminution de la période de retour, c'est 3 parmi les 30 ans sur une année entière. Un autre critère qui a été mis en place, c'est la succession anormale de sécheresse, avec une période de retour de 5 ans pour l'année en cours. Alors, c'est un système un peu difficile. Encore une fois, c'est sur un historique de 30 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être parmi les 6 années les plus sèches sur les 30 dernières. Maintenant, le SWI ne se calcule qu'à l'année, ce qui a d'ailleurs tendance à favoriser les années de forte sécheresse, ce qui est une bonne chose. Et donc, il faut être parmi les 6 plus sèches des 30 dernières années pour l'année en cours, mais il faut aussi que ce soit le cas pour 2 des 4 années précédentes. Donc, c'est-à-dire très concrètement, pour l'année 2024, il faut que le SWI annuel soit parmi les 6 plus secs des années depuis 1994, mais il faut aussi que pour 2020, 2021, 2022 ou 2023, il y ait 2 années parmi ces 4 qui soient aussi parmi les plus sèches
des 30 années les précédentes. J'espère que c'est clair, mais c'est un peu compliqué à expliquer. C'est pas trop difficile à comprendre, je pense. Et enfin, le dernier critère, l'intégration des communes limitrophes. Là encore, un peu différent par rapport à ce que j'ai fait pour mon mémoire. Pour mon mémoire, c'était simplement pour les communes, c'était la proposition de Sandrine Rousseau, pour les communes dont la taille était plus faible que la commune principale. Si la commune principale, enfin principale, si une commune plus grande, partageant une frontière, était plus grande et avait une déclaration de sécheresse, alors toutes les communes limitrophes plus petites pouvaient faire l'objet de cette déclaration. Là, c'est un peu différent. Il suffit d'avoir une commune limitrophe qui fait l'objet d'une déclaration et d'avoir une période de retour de 5 ans, contrairement à la période de retour de 10 ans qui est le critère normal. Et donc, du coup, il suffit plutôt qu'on ait une commune limitrophe qui ait une déclaration CatNat de sécheresse selon les deux critères que j'ai cités auparavant, et qu'on ait une période, en plus de ça, une période de retour de 5 ans, donc parmi les 6 plus sèches des 30 dernières années, sur le SWI annuel, pour qu'on fasse l'objet de cette déclaration. Voilà pour ce qui est de l'actualité législative du risque gonflement des argiles, qui est donc un risque qui est amené à beaucoup évoluer en fonction des différents plans. Merci beaucoup de votre attention. Je vais prendre les questions. J'ai mis mes coordonnées si jamais je n'ai pas le temps de répondre à tout, ou si jamais vous voulez me contacter en aval de cette, de cette réunion. Donc, alors, je lis, y a-t-il un minimum de nombre de bâtiments touchés par commune pour l'arrêté CatNat? Non, il n'y a pas de minimum de nombre de bâtiments touchés. Dès lors que la commune, c'est à l'échelle de la commune, hein, donc dès lors que le maire obtient l'arrêté CatNat auprès de l'État, c'est à l'expert mandaté par l'assureur de venir s'assurer que pour tous les bâtiments, on a bien des fissures et de la sinistralité en lien avec l'arrêté déclaré, et tous les bâtiments doivent être indemnisés. Si le sinistre n'est pas reconnu dans le cadre du régime CatNat, quelle garantie est accordée dans les contrats dommages de façon standard? Alors, la décennale, donc la garantie décennale couvre l'indemnisation des sinistres. C'est d'ailleurs un point qui avait été discuté par le Sénat sur une proposition de loi. Donc la garantie décennale le couvre. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'autres contrées. Ça dépend, après, c'est contractuel suivant le contrat MRH souscrit, mais il n'y a pas d'obligation, si elle n'est pas contractuelle, pour l'assureur d'indemniser si ce n'est pas au titre du risque RGA. Le but après, c'est aussi pour l'assuré de faire en sorte que ce le soit, mais il y a un nombre important d'assurés, il ne faut pas minimiser, qui n'ont pas pu recevoir cette déclaration CatNat et qui donc aujourd'hui ne peuvent plus vivre dans certaines maisons. D'ailleurs, certaines maisons sont parfaitement inhabitables parce qu'elles ont des fissures au titre parfois du RGA qui n'ont pas été couvertes par cette déclaration CatNat. C'est là aussi d'ailleurs qu'intervient le fonds Barnier, qui a toute son importance, pour racheter des maisons qui sont dans des zones trop argileuses et franchement trop exposées au risque RGA, et qui donc ne pourront jamais faire l'objet d'une pérenne absence de sinistralité. On sera toujours sinistré, donc c'est le fonds Barnier qui a à charge de racheter à l'assuré, donc qui ne peut plus habiter dans son bien, le fonds pour qu'il puisse aller se reloger ailleurs. Bonjour Kylian, est-il possible d'influencer des techniques de construction résistantes au risque avec des limites d'assurabilité si l'État n'impose rien de son côté? Alors, en termes de techniques, donc il y a des techniques privilégiées. Il faut savoir qu'en ce moment, donc d'un point de vue législatif, rien n'est imposé pour l'instant, mais c'est dans les tuyaux, c'est dans les propositions de loi. Le but, ce serait de forcer l'assuré, ce qui n'est pas toujours le cas, à mettre l'argent reçu dans l'indemnisation pour pouvoir se couvrir contre le risque. Et donc, l'État envisage potentiellement une demande plus importante d'indemnisation, mais pour être sûr que des techniques pérennes soient privilégiées. Je m'explique. Par exemple, il y a les résines expansives, qui sont des techniques de courte durée, mais peu coûteuses, qui sont privilégiées souvent par les sinistrés. Et donc, ils utilisent l'argent reçu pardon, dans le cadre de l'indemnisation du sinistre pour mettre en place ces résines peu coûteuses, mais qui très vite, au bout de 3-4 ans, refont l'objet de fissures et de sinistralité, alors qu'on peut avoir des techniques beaucoup plus pérennes, mais à ce moment-là beaucoup plus coûteuses, comme MASH, avec des fondations, etc., qui vont permettre, elles, de mieux lutter contre ça. Donc l'État envisage effectivement d'inscrire ça et de forcer et d'enlever la sinistralité. En gros, l'État envisage de ne plus
indemniser les assurés qui ne mettent pas en place ces techniques coûteuses dans certains cas, ou même d'ailleurs qui construisent sur des zones inéligibles. Donc ça aussi, c'est des choses, ou des zones trop exposées au risque RGA et qui ne font pas d'études géotechniques au préalable. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi pris en charge, enfin, que l'État envisage en tout cas. Je vois comment ce risque est-il traité dans les autres pays européens. Alors, il faut savoir que c'est un risque très, très français. Les autres pays européens sont très peu exposés à l'argile. Je crois que c'est le cas, entre autres, de l'Italie, etc. Mais c'est un risque qui n'est pas du tout présent dans les mêmes proportions qu'il peut l'être en France. Bonjour, pour la carte des coûts, ne faudrait-il pas en compte du type de bâtiment, etc. Si, effectivement, c'est un ajout qui pourrait être très intéressant, notamment avec des données assureurs auxquelles je n'ai pas forcément eu accès. Mais oui, effectivement, les maisons à étage avec des sondations plus profondes sont beaucoup moins sensibles que des maisons de plein pied, par exemple, au risque de retrait complément des argiles, tout à fait. C'est un point à améliorer. Alors, il faut noter quand même que ce sont que des maisons que j'ai pris en compte, pas d'immeubles, etc. Parce qu'effectivement, les immeubles, c'est quasiment jamais le cas euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour ce qui est de cette sinistralité. Alors, je n'ai pas intégré les mesures de prévention dans le mémoire, comme je l'ai dit, ça a été fait par la FFA avec les 1%, mais ça reste quelque chose sur lequel on a peu de visibilité, tant la prévention n'a pas été prédominante ces dernières années. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à statuer sur un coût potentiel de la prévention et son impact en fait sur l'impact bénéfice risque comme j'ai le coût prévention-bénéfice, c'est ce que j'avais mis dans les limites du mémoire, c'est très difficile de statuer dessus. Le 1% de la FFA paraît donner des résultats plutôt intéressants, donc c'est à creuser, mais effectivement c'est quelque chose sur lequel il est difficile de statuer. Mais on peut légitimement espérer que la prévention permettra de réduire drastiquement la sinistralité et l'impact que j'ai pu présenter dans ce mémoire, effectivement. Alors, je lis, là, l'Espagne est très exposée au risque RGA. Effectivement, je ne sais pas trop, il y a peut-être d'autres pays européens, mais je sais que c'est des proportions dans lesquelles la France est quand même fortement exposée. Après, j'avoue que pour les pays qui y sont exposés également, alors il me semble que le Royaume-Uni et l'Italie en font partie également. Je saurais dire exactement les méthodes retenues, etc. Surtout que c'est des systèmes très différents des nôtres, ne serait-ce que pour le régime CatNat, qui est quand même quelque chose de particulièrement français. Donc les méthodes privilégiées, je saurais trop m'étendre dessus, mais c'est intéressant à creuser. Merci beaucoup, merci à tous pour vos messages et votre participation. Et je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente journée.